familiariser un petit peu avec l'interface et puis avec le concept du salon. C'est la première fois que je participe à un salon virtuel, donc j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Ouais, ça va se passer comme une interview classique, quoi, tout simplement. Nous, on s'occupe simplement de retransmettre, il n'y a pas de souci. Ok. Et donc, tu es l'auteur du Dictionnaire insolite des phobies. D'où te vient l'idée d'écrire un tel ouvrage si particulier? Alors, oui, c'est vrai qu'il est très particulier. Bah, d'abord parce que moi je suis un grand phobique moi-même. J'ai à peu près exploré toutes les phobies dans ma chair, étant enfant d'abord, des phobies sociales, phobie scolaire, agoraphobie, claustrophobie. Voilà, bon, c'était un petit florilège qui a accompagné mon enfance pendant de nombreuses années. Et puis, bon, bah, j'ai fait un travail sur moi pour apprendre à me détacher de toutes ces peurs. Mais c'est pas gagné, c'est jamais gagné définitivement. Voilà, mais on peut progresser, on peut quand même réduire l'impact sur sa vie parce que ça peut être très handicapant. Oui, ça, je me doute. J'ai une ex-agoraphobe, c'est pas évident, en effet. En écrivant cet ouvrage, j'imagine que tu as découvert des phobies forcément insolites, c'est le mot du dictionnaire. Mais quelles sont celles qui t'ont le plus étonné que tu n'aurais jamais pensé, par exemple, que ça existe? La première qui me vient là tout de suite, c'est bon, il y en a plein bien sûr, mais la première qui me vient, c'est la phobie euh, dans un paysage de neige, c'est-à-dire quand la neige s'est mise à tomber, qu'elle recouvre tout le paysage. Il y a des gens qui sont complètement désorientés, complètement perdus, et ça c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas. Et c'est au cours de mes recherches effectivement que j'ai pu comprendre à quel point ça pouvait être perturbant. Moi, c'est J'imagine, pas oui. une phobie. En fait, les phobies, voilà, les phobies, en fait, on est toujours étonné des phobies des autres. On connaît bien les siennes, on connaît bien ses angoisses personnelles, mais c'est vrai que les autres nous apprennent que d'autres peurs existent, qu'ils en souffrent, que ça les accompagne, et c'est des choses qu'on ne soupçonne pas. Et la phobie de la neige, voilà, c'était une des phobies que j'ai découvertes au moment où j'ai écrit ce livre. Et je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être perturbant. Dans une interview YouTube que j'ai vue de toi, tu expliquais qu'il y a certaines phobies qui sont un peu des excuses, comme par exemple la phobie de la réussite. Et tu disais que c'est pas forcément une phobie, que c'est plutôt la peur d'arriver à quelque chose. Là oui, en écrivant ce livre, effectivement, bah, j'ai appris à découvrir donc certaines peurs que j'ignorais, mais je me suis rendu compte aussi que toute peur n'était pas phobique, évidemment, hein, on peut dire évidemment, mais il y a des gens qui ont quelques craintes dans la vie, l'anxiété, mais ça, je pense que ça appartient à chacun d'entre nous. Après, pour que ça devienne une peur phobique, il faut que ce soit réellement handicapant. Par exemple, quand vous avez la peur phobique des chiens, vous allez faire un détour du quartier pour ne pas avoir à rencontrer l'animal qui vous effraie autant. Donc ça veut dire qu'il y a un processus qui se met en place dans votre esprit qui fait que vous refusez cette peur, donc vous allez l'éviter, vous allez fuir. Voilà, la crainte de la réussite, c'est est-ce que c'est une phobie? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est vraiment une phobie? Non, je pense que c'est plutôt une névrose. C'est quelque chose qu'on refuse parce que on estime qu'on n'est pas à la hauteur de l'événement ou de son ambition. Et ça peut être aussi de la fausse modestie. Vous savez, tout se croise à un moment donné. À partir de quel moment ça devient de la phobie? Ça devient de la phobie à partir du moment, pour moi, où ça devient réellement handicapant dans sa vie au quotidien. Je vois ce que tu veux dire. Au moment où ça devient aussi incontrôlable. Par exemple, quand tu vois une araignée, on peut se raisonner, elle est toute petite, mais ça peut être incontrôlable. Pour exemple, mon ex Oui, voilà, avait parce peur que des c'est pas. araignées,
son père un jour pour rire, et c'est véridique ce que je raconte, pour rire, il lui a dit une fois, après l'avoir tué, parce que Ouais. c'est lui qui devait tuer l'araignée, à l'époque je ne la connaissais pas, et pour rire, il lui a dit il faut absolument la mettre dehors, l'araignée, alors qu'elle était morte, hein, sur le trottoir d'en face, sinon elle risque de revenir. Eh ben, elle était tellement phobique à ce niveau-là que j'étais obligé, après l'avoir tuée, de la sortir de la maison et de la déposer sur le trottoir d'en face, parce qu'elle avait peur qu'elle revienne, comme si elle allait Ouais. revenir à la vie. Qu'est-ce que tu penses Ben, de ça, par exemple? C'est un oui. exemple frappant. Ah ben oui, alors ça c'est tout à fait caractéristique de la phobie, c'est-à-dire que vous ne supportez pas la représentation mentale de cet objet dans votre esprit qui vous envahit complètement. Alors, évidemment, une petite araignée qui a été tuée, qui a été mise de l'autre côté de la rue, franchement, c'est complètement irrationnel, hein. Oui, La oui, tout à peur, fait. là, on voit bien qu'elle ouais, elle prend des proportions gigantesques, alors qu'il n'y a aucun danger objectif. En fait, euh, la peur, au départ, en l'être humain, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour se protéger, pour éviter d'avoir affronté un danger réel, hein, quelque chose qui peut vous mettre en danger même de mort. Alors que là, on voit bien qu'effectivement, là, il n'y a absolument aucun danger. Donc, c'est typiquement une phobie parce on fait une représentation et ça prend des proportions gigantesques. Et là, on ne peut plus affronter sa peur. Ouais, ouais, c'est un très bon exemple. C'est effectivement une situation complètement caractéristique de la phobie. Oui. Et personnellement, j'hallucinais que je devais faire ça, mais bon, je le faisais, sinon, elle paniquait. Toi, tu Ah ouais, aussi? ouais, ouais. Ah oui, oui, bien sûr, on perd le contrôle ouais, C'est ça, exactement. On perd totalement le contrôle de soi, de en la fait. situation. Tu es aussi, à part ça, un insatiable curieux, tu touches un peu à toutes les connaissances. Quelles sont tes prédilections? Si j'ai bien compris, tu aimes assez bien les sciences naturelles. Tu veux dire, j'ai pas bien entendu, la connexion est pas très bonne. Tu me demandes si j'aime bien les sciences naturelles, c'est ça? Oui, si j'ai bien compris, tu es un insatiable curieux de tout, en fait. Ah oui, 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 Tu aimes oui. Ah apprendre oui, plein oui. de choses Ouais, ouais, j'aime. Ouais, c'est une nourriture pour moi. Oui, oui, j'ai besoin d'apprendre que j'avais compris. sur quantité de sujets tout le temps. Oui, oui, je suis incorrigible de ce point de vue-là. Il faut que je comprenne comment les choses fonctionnent. Alors là encore, bon, on va pas remonter non plus à mon enfance et à une psychanalyse de comptoir, mais, mais il est vrai que effectivement j'ai eu énormément de peur, comme je te l'expliquais au début de l'interview, dans mon enfance, de peurs qui m'handicapaient, qui m'empêchaient d'avancer, qui se sont transformées en phobie, parce qu'il y avait des menaces sans doute qui pesaient sur moi et qui se sont transformées en phobie pour que ce soit plus supportable. Parce qu'en fait, la phobie est une sorte aussi de médiation par rapport aux dangers, aux menaces du monde extérieur, et tu te réfugies dans quelque chose que tu peux identifier, que tu peux formaliser, que tu peux mentaliser, de façon à donner une image à tes angoisses les plus profondes. Et ça se traduit donc par une phobie. Alors la phobie, on va dire que c'est un peu aléatoire, hein, ça peut être un incident qui va provoquer, qui va déclencher une phobie tout à fait réelle. Donc tu parlais toi de la peur des araignées, qui est assez classique, la peur des chiens, comme je le disais aussi. Donc la peur de la neige est plus insolite, mais ça a je dirais que ça a le pouvoir de matérialiser tes angoisses les plus profondes à travers un objet qui est l'objet phobique, comme on l'appelle. Hmm. Ce qui est Voilà. différent, par Donc, exemple, d'un traumatisme. Je me souviens que ma mère a eu un accident, j'étais passager. Une voiture a brûlé sa priorité de droite, il nous est rentré dedans. Donc, de mon côté, pendant plusieurs mois, à chaque fois qu'on arrivait à un carrefour, je me crispais. Mais c'est passé à un moment donné. Ça aussi, c'est différent, évidemment. Ça, c'est plus oui, une peur alors pour moi, rationnelle, c'est par difficile. exemple. La peur d'avoir de nouveau un Voilà, accident. exactement. Ouais, ouais. Pour moi, ça appartient plus au domaine de la peur rationnelle, d'un danger objectif qui est d'être blessé ou tué dans un accident. Oui, oui, là, ça, pour moi, c'est une angoisse naturelle et je dirais saine, parce que justement, cette angoisse va nous permettre de mettre
en action tout notre système de défense qui est nécessaire d'ailleurs pour notre survie. Hmm. D'autant que c'était plus angoissant qu'à l'époque, j'avais pas l'âge de conduire, donc j'avais aucun contrôle sur la situation. Donc à chaque fois que je voyais une auto sur la droite, j'avais peur qu'elle brûle la priorité, mais moi je pouvais rien faire vu que j'étais passager. Et, mais après c'est passé heureusement pour moi. Ah bien sûr. Ben, heureusement, oui, je le souhaite, je le souhaite. Mais Oh, c'est passé. oui, là, on voit qu'on est typiquement dans une situation de perte de contrôle et c'est très angoissant de perdre le contrôle. Hmm. Tu es aussi journaliste, ce que j'ai vu, indépendant. Pourquoi journaliste indépendant et pas dans un grand média, par exemple, à proprement parler? Oui, bah, j'ai été salarié dans des radios notamment. Moi, j'ai fait beaucoup de radios, donc ça me fait plaisir de te voir avec ce casque sur la tête et Oui, au merci. micro, parce que ça me rappelle des bons souvenirs. J'ai beaucoup aimé faire de la radio, beaucoup plus que de la télé. J'ai fait de la télé aussi. J'étais présentateur d'un magazine régional sur France 3. Donc voilà, j'ai été salarié à différentes époques de ma vie. Pourquoi indépendant Parce que j'ai peut-être une phobie de l'autorité, en tout cas un refus d'être commandé, piloté, manipulé, qu'on me dise ce que je dois faire. Je préfère, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, moi je préfère explorer, je préfère chercher par moi-même et avancer comme ça. J'ai été heureux à ces moments où j'étais salarié de ces entreprises, en radio, comme en télé, comme après j'ai travaillé pour des agences et tout, mais en tant qu'indépendant. Donc voilà, donc j'avais affaire à un moment donné à une organisation, mais j'étais pas considéré comme un salarié à qui on pouvait donner des ordres et à qui on demandait de faire ce que le manager avait décidé de faire. Voilà, c'était cette espèce de mécanisme que je refusais par insoumission. Je suis aussi un insoumis par rapport à mon service militaire. Donc voilà, il y avait cette logique justement de ne pas appartenir à une organisation en tant que objet de cette organisation. Mhm. Voilà, c'est tout. Enfin, je voudrais pas paraître euh, un peu original ou prétentieux. C'est pas ça. Je veux dire, moi j'aime bien fonctionner avec plein de gens autour de moi, en écoutant plein d'avis. Ça me plaît beaucoup. Et appartenir à une organisation en tant qu'objet ou en tant que sujet de cette organisation, ça me plaît pas trop. Mhm. Et tu as aussi apparemment... Ça, j'ai eu aussi. Non, je disais, pour finir, pardon de te couper, mais j'ai peut-être eu aussi affaire à des chefs ou des managers qui étaient pas forcément bienveillants et ben, comme on en rencontre tous dans notre vie professionnelle ou autre, hein, ou même au sein de sa propre famille, on tombe pas forcément sur des gens qui ont envie de te faire avancer comme toi tu as envie d'avancer. Donc à un moment, si tu veux, je me suis dit, je vais prendre les choses en main et puis moi je vais avancer comme je l'imagine, à ma vitesse. Après, il faut payer le prix parce que tu sais bien qu'être indépendant, tu en payes le prix aussi. Hein. Oui, ça paye le cash. Il faut que ça marche, comme on dit. Ah, Sinon, qui dit forcément, ouf. il n'y a personne Et derrière oui, pour t'aider dans ces cas-là. et voilà, exactement. C'est ça, c'est un risque à prendre. Alors, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres moins. Hein. Ça, je l'accepte complètement. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de se sentir rassurés au sein d'une organisation. Voilà, ben, moi, c'est pas mon cas. Je fonctionne différemment. C'est une bonne façon de travailler. C'est pour ça que je suis freelance sur ma chaîne aussi, à ce niveau-là. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc, tu comprends très bien ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Oui, je fais tout sur ma chaîne. C'est moi qui enregistre, c'est moi qui fais les montages, etc. Je fais tout, quoi. Y Ouais, compris le mixage ouais, sonore, voilà. afin justement de garder mon indépendance et que les choses, surtout, soient faites telles que je l'imagine. Parce qu'à partir du moment où tu délègues quelque chose, par exemple le montage, Oui. le gars va monter la vidéo à sa façon, alors que toi, tu le verrais autrement. Et ça peut changer du tout, Oui. tout, tout. Même si c'est la même Ah vidéo oui, au oui, départ tout à fait. qu'on
qu'on monte. J'ai vu aussi Ouais, bien sûr. que tu as écrit des nouvelles, là, telles que Un jeu d'enfer, par exemple, ou Carnet noir. Oui, oui, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Tu es bien documenté. C'est bien. Tu as bien préparé ton interview. C'est mon travail. Oui, 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 effectivement. Oui, oui, c'est ça. Non, non, mais bravo. Effectivement, c'est comme ça aussi que je conçois le métier. Oui, ben, j'aime bien évidemment la lecture. J'aime les livres. Ça a été peut-être ma première passion dans mon enfance, qui a été aussi un refuge euh, de de m'abandonner, de me perdre dans des fictions, dans des récits qui stimulaient mon imaginaire. Et après, bah, j'ai eu envie moi-même d'écrire. Alors, effectivement, tu cites Un jeu d'enfer. Donc, ce sont des fictions fantastiques. Alors, Un jeu d'enfer, c'était l'histoire d'un jeune ado qui se perdait dans un jeu vidéo en ligne euh, et il rencontrait une figure maléfique dans ce jeu vidéo. Mais est-ce qu'il était schizophrène? Est-ce qu'il avait des troubles mentaux? En tout cas, il confondait la réalité et la fiction, et la figure maléfique devenait réelle et envahissait sa vie. Donc là, tu vois, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos des phobies, cette angoisse immatérielle, irrationnelle, qui t'envahit et qui arrive à quasiment te coloniser parce que tu maîtrises plus rien. Oui, d'ailleurs, il y en a qui s'enferment littéralement chez eux juste parce qu'ils ont peur d'être en contact avec d'autres personnes, les agoraphobes. Exactement. L'agoraphobie, oui, c'est une des phobies, sinon la phobie la plus lourde, la plus handicapante, où là vraiment, vraiment, le phobique a besoin d'aide, a besoin d'être accompagné et encadré de façon extrêmement précise et sérieuse parce qu'il est en danger. L'agoraphobe est en danger. Oui, oui, clairement, oui, oui. J'ai dû parfois faire des... Contrairement à des phobies, Ah non, vas-y. pardon, contrairement à des phobies qu'on appelle spécifiques ou phobies d'objets, la phobie, je sais pas moi, ça peut être infini, hein, ça peut être la peur de. Il y a des gens qui ont la phobie d'un mixeur, par exemple, des gens qui ont la phobie des champignons, des gens qui. Voilà. Là, mais ce sont des phobies spécifiques qui, en quelque sorte, sont rassurantes parce que on cristallise son angoisse sur un objet très particulier et tant qu'on ne croise pas cet objet, finalement, on vit bien. Oui, voilà. Alors que l'agoraphobie, voilà, l'agoraphobie, par contre, c'est tout à fait autre chose. Là, on rentre dans une dimension de phobie sociale, et là, on ne peut plus socialiser du tout avec les autres, et on se sent menacé par les autres. C'est comme une paranoïa, et là, même si la peur n'est pas objective, parce qu'évidemment les autres autour de toi vont pas sortir un couteau et te foncer dessus, mais, euh, mais tu vas te sentir particulièrement menacé, donc tu vas te recroqueviller, tu sortiras plus de chez toi. Moi, ça m'est arrivé à une période de ma vie où c'est pas que j'avais peur des autres, mais j'avais peur que les autres comment dire, me jugent mal, me déconsidèrent, m'humilient, me vexe. Bon, j'étais un jeune garçon, et évidemment à une période de ma vie où je supportais pas très bien d'être mis en question, je le supporte évidemment beaucoup mieux de mon âge maintenant, mais à l'époque j'avais beaucoup de mal avec ça, et donc je préférais rester enfermé chez moi. Je sortais plus, évidemment, c'est un cercle vicieux parce que tu t'enfermes et, euh, et tu socialises plus du tout, et tu te sens complètement isolé du monde, isolé, exclu même, je dirais, exclu du monde. Mhm. Oui, je comprends ça. J'ai eu un peu cette période-là à un moment donné. Pas à ce point-là, mais... Sinon, tiens, en parlant de phobie, j'ai eu un cas extrême de claustrophobie. Il faut savoir que je travaille dans une usine, en fait, hors de mon travail. Donc, c'est grand, une usine, c'est très spacieux. Et il y a un intérimaire qui est venu, qui avait eu un problème à sa naissance. Je crois qu'il était un peu asphyxié avant qu'on le sorte. Il s'en est sorti. Mais depuis, il souffrait de claustrophobie, mais c'était au point que dans un espace enfermé, même grand, comme dans un hangar, il avait des angoisses. Et on l'a vécu, vu qu'on l'a eu en intérim pendant à peu près une semaine.
Ça peut parfois être extrême quand même. Ah oui, oui, oui. On croit que La la claustrophobie, claustrophobie, c'est c'est... juste les endroits étroits, mais pas forcément à ce que j'ai vu. Oui, alors, les endroits confinés, en tout cas, c'est un mot à la mode, Ouais. hélas, aujourd'hui. Voilà, les endroits étroits, confinés, sombres, où on se sent rétréci. Les ascenseurs, typiquement, il y a des gens qui ont une angoisse absolument épouvantable de J'ai connu grimper dans ça, un pas ascenseur. moi, mais quelqu'un, oui. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, la claustrophobie, c'est une angoisse. Alors, on parlait de l'agoraphobie tout à l'heure. Alors souvent, on les compare, on fait le rapprochement. L'agoraphobie, donc, c'est la peur de l'extérieur, des grands espaces et de ce qui peut arriver dans ces grands espaces, avec les gens autour aussi. Hein. Et on a réduit l'agoraphobie à la peur de la foule. C'est pas tout à fait ça, ça fait partie de l'agoraphobie, mais qui est une galaxie, hein, qui est une constellation. Euh, Dans les espaces ouverts, en tout cas, on a des angoisses. Alors que la claustrophobie, c'est tout à fait l'inverse, puisque ce sont dans des espaces fermés, étroits, dans l'obscurité aussi, où on se sent enfermé et on ne supporte pas. Mais l'angoisse, là, je dirais, elle est beaucoup plus pointue que l'agoraphobie, qui est une angoisse plus diffuse. Moi, je qualifierais ça comme ça. Je dirais, si on devait les comparer ou les opposer, entre la peur de grands espaces et la peur d'espaces étroits, pour moi, ce serait ça. Ça serait dans l'agoraphobie, on est perdu au milieu d'un espace, alors que dans la claustrophobie, on est comme écrasé au fond d'un placard, pratiquement. Un peu ça. Comme je disais, j'ai connu ça, mais pas moi, quelqu'un. J'étais dans un ascenseur et à un moment donné, il est tombé en panne. Mais justement, il est tombé en panne au bon moment, c'est-à-dire qu'entre deux étages, pile poil, il a réussi à forcer la porte de l'ascenseur par panique. Ça m'a super impressionné. Et du coup, on est sorti dans le sens inverse parce qu'il y avait des portes de chaque côté, justement. Il a forcé la porte de Ouais, l'autre côté et on est sorti du coup de l'autre côté. Ça ouais, m'a ouais, c'est ça. Ouais. vraiment perturbé parce que j'ai jamais compris comment il a réussi à ouvrir la porte parce que c'était vraiment de portes coulissantes mais qui se collaient l'une à l'autre. Donc on savait pas coincer ses doigts entre l'ouverture, mais lui il a réussi. Oui, ouais, ouais, ouais. Non, mais là, la claustrophobie, ça peut déclencher en soi des réactions extrêmement violentes de survie, hein, tout simplement de Ouais, là survie. c'était un cas de survie pour lui, il fallait absolument qu'il sorte, il a réussi quoi. Exactement. Ah ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Là, moi, je me souviens avoir été enfermé dans en colo, en colonie de vacances, un grand, à l'époque, moi, je sais pas, j'avais 10 ans, 11 ans, et il y avait un grand qui avait 16 ans, qui m'avait enfermé dans un sac de couchage et qui m'empêchait de sortir du sac. Là, c'était absolument, mais j'ai cru que je mourrais sur place, là. Et euh, et après, plus tard, en partant en camping avec des copains, j'ai fait une crise, sans doute en écho à cette première expérience épouvantable. J'ai fait une crise de panique et j'ai arraché le. Je ne pouvais pas sortir de la tente et j'ai arraché la tente. Je l'ai complètement mise en pièces. Mais là, c'était une question de survie. Hein. Mhm. Sinon, je me sentais complètement étouffé. Hein. C'était horrible. Ouais, ouais, Voilà, après, on apprend évidemment à faire face aux situations comme ça et on apprend à se raisonner, à se maîtriser par la respiration, par des exercices, il y a des techniques aussi, donc qu'on apprend petit à petit à adopter pour faire face par anticipation à des situations aussi perturbantes. on apprend à gérer sa phobie en quelque sorte. Avec la Ben, on maturité et essaye, en tout cas. l'expérience. On essaye de la maîtriser, mais il y a des gens qui n'y arriveront pas seuls. Non, il faut se faire aider en Il effet. faut se faire, ah ouais, il faut se faire accompagner par quelqu'un quand on voit qu'on ne peut pas maîtriser une situation. Il faut absolument accepter de se faire accompagner par un thérapeute, par. Moi, j'ai fait beaucoup de séances d'hypnose, par exemple, pour lutter contre mes crises de panique. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais il n'empêche que je peux me retrouver dans une situation où
comme récemment, où j'étais dans une réunion, enfermé dans une pièce, avec une dizaine de personnes, avant évidemment le Covid, hein, c'était avant. Mais et je me suis senti en état de panique dans cette pièce, enfermé avec ces gens, avec la porte fermée, et je suis sorti. Je ne pouvais pas supporter la situation, je suis sorti. Malgré, je te disais, toutes ces séances d'hypnose que j'avais, et qui m'ont fait du bien, qui m'ont apaisé quand même. J'ai justement un cas que je viens comme ça de me souvenir, un cas de phobie que j'ai à te suggérer. C'est dans un article que j'ai lu qui m'a toujours un peu impressionné. C'est en fait une phobie que j'appellerais suggérée. C'est-à-dire que, étant gamine, une enfant, à mon avis très très jeune, sa grand-mère lui disait qu'elle devait se dépêcher quand elle allait aux toilettes, parce que sinon, une main allait sortir des WC, l'attraper et l'enfoncer dans les toilettes, quoi, l'emporter, quoi, comme si un monstre allait la prendre, etc. Ouais, Et ici, adulte, elle sait très bien que c'est ouais, faux, que sa grand-mère disait ça pour qu'elle se dépêche aux toilettes pour pas qu'elle traîne, mais malgré tout, même adulte, elle se dépêche le plus vite possible pour faire ses besoins parce qu'elle a une angoisse. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'une phobie ouais. qui est donc du coup Oui, suggérée et pas une phobie qui est née de soi, oui, oui. d'une peur interne? Non, mais alors, moi, je vais te dire que les parents, euh, les parents dans le monde entier ont instillé, ont inculqué, ont diffusé une angoisse chez leurs enfants, simplement pour qu'eux se déchargent de leur propre angoisse. La peur, pour moi, la peur du loup, c'est tout à fait ça. La peur du loup, on raconte encore des histoires de grands méchants loups aux enfants aujourd'hui, alors que le loup, objectivement, a disparu de nos campagnes, en tout cas en Europe, et qu'il n'y a pas un danger réel à se retrouver face à un loup en se promenant en forêt. Euh, donc ça, c'est un danger objectif. Le loup est un animal dangereux, c'est un prédateur. Voilà. Mais on parle aujourd'hui aux enfants du loup, euh, n'est pas un danger objectif, évidemment, puisqu'on ne risque pas de le rencontrer. Mais bah, comme ça, on leur met des angoisses dans la tête, des angoisses qui, en fait, sont pour moi des transferts d'angoisse de la part des parents qui eux-mêmes ont plein de peurs qui les assaillent, qui les embêtent dans la vie, et sans s'en rendre compte, évidemment, c'est pas de la malveillance, sans s'en rendre compte, ils transfèrent leur angoisse sur l'esprit de leur enfant. C'est quand même dommage. Euh, Par contre, les gars, on va devoir se dépêcher un peu parce que là, il commence à Ouais. se faire bientôt 10 heures, dans une minute. Ouais, il est bientôt 10 heures. Et le truc qu'il y a, moi de mon côté, j'ai une autre interview, donc Ouais. Très bien. Effectivement, je voulais conclure Respecte par les cette horaires. question-là, justement, d'une phobie suggérée par rapport à une phobie qu'on induit de soi-même. En tout cas, merci à toi, Didier Rougerion, pour ton interview. Et où peut-on, pour Merci à finir, toi. se procurer ton fameux dictionnaire sur les phobies insolites? On peut le trouver en librairie, on peut le commander aussi par l'intermédiaire d'une librairie, comme ça on aidera les petits libraires euh, à survivre, et je pense qu'ils en ont besoin, ou on peut commander directement à l'éditeur qui est à Lyon, qui s'appelle et M+, M+, Édition. Ok. Eh bien, merci Merci à à toi toi en pour tout cette cas. interview et malheureusement, je vais devoir te laisser. Mais je t'en prie, bonne journée, bon salon. Oui, merci. Toi aussi, bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.